Bien, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui autour de cette table sur un sujet un peu plus peut-être technique que les précédents, mais finalement qui va probablement beaucoup vous intéresser. On est quatre. Alors, on va faire un petit tour de table déjà. J'ai le plaisir d'animer. Moi, je m'appelle Corentin Kemener et je suis un des associés fondateurs d'une société qui s'appelle Canopé Consulting. On accompagne les sujets financiers en agriculture notamment. Et là, je suis plus là en titre d'animateur au titre de la ferme digitale. On a autour de la table Laurent Bourdil, Jean-Christophe Congeot et Christian Lubin. Et on va vous parler aujourd'hui de la gestion des chantiers de pollinisation en production de semences, et particulièrement en focus sur les oléagineux. Donc je vais faire déjà un petit tour de table rapide, peut-être en commençant par Laurent. Oui, bonjour. Donc, Laurent Bourdil, je suis donc agriculteur et agriculteur multiplicateur de semences, donc, et président donc, de l'ANAMSO, l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses, donc qui concerne le colza, le tournesol et le soja. Et je suis donc basé en Occitanie, proche de Castelnaudary, une grande région qu'on connaît tous, plus belle région de France. Tout à fait. Alors là, on va tous être d'accord. Pour le coup, peut-être moins toi, mais voilà, là, on va être d'accord. Christian, pour Bigard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Christian Lubat, moi je suis fondateur et président de la startup Bigward. Nous, notre métier, c'est de mesurer l'activité et la santé des abeilles et on fait partie de la ferme digitale. Et donc ça me permet de remercier toute l'équipe de la ferme digitale de nous avoir construit ce superbe stand et de nous permettre, dans ces conférences, de vous apporter un petit peu d'informations sur nos travaux. Et donc Jean-Christophe Congeot. Alors bonjour à tous. Alors moi je suis responsable de projet R&D donc pour l'ANAMSO et donc dans ce cadre-là je travaille avec Bigward et ma mission c'est de mettre en place des actions de production pour l'interprofession de la semence et je suis basé dans la Drôme à Étoile-sur-Rhône. Parfait. Donc, pour introduire un petit peu le sujet sur la gestion des chantiers de pollinisation, on va peut-être commencer par l'activité de l'ANAMSO, discuter un petit peu de ce que c'est que les enjeux de la pollinisation, donner peut-être quelques chiffres clés, quelques éléments sur la filière des multiplicateurs de semences, un peu le métier de l'agriculteur multiplicateur de semences. Et puis, une fois qu'on aura compris un peu ce métier-là et les particularités, redescendre sur l'importance et l'enjeu de la pollinisation qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-être Laurent. Merci. Donc l'ANAMSO a été créée en 1964. Donc elle est là dans le but de développer la production des semences oléagineuses de tournesol et de colza avec l'arrivée de l'hybridation. Donc où on a fait les premiers croisements donc, pour faire les hybrides de tournesol et de colza. Donc cela représente 3000 producteurs au niveau national, soit à peu près 35 000 hectares sur les trois cultures, colza, tournesol et soja, sachant que le soja, lui, est un peu à part puisqu'il est autogame, il n'y a pas de multiplication hybride, il n'y a pas de croisement. Voilà, et on a une position qui est totalement sur toute la France nationale, mais qui est purement et généralement représentée sur le sud-ouest, puisque nos multiplications nécessitent d'être isolées des autres parcelles de consommation pour maintenir une pureté variétale, puisqu'on a des conditions de production, de rotation dans les cultures et d'isolement avec d'autres parcelles pour faire des hybrides qui sont purs et certifiés pour un marché à l'exportation. Et donc peut-être Jean-Christophe sur la partie pollinisation, en quoi, dans ce que vient d'écrire Laurent, dans le métier de l'agriculteur multiplicateur de semences, on retrouve un enjeu de la pollinisation. Comment ça se situe dans la chaîne, on va dire, du travail de la multiplication de semences? Alors pour nous c'est essentiel en fait parce que bon comme l'a dit Laurent on produit des hybrides notamment en tournesol et en colza. Donc on a besoin en fait d'avoir des pollinisateurs sur nos parcelles pour justement transférer le pollen des lignées de mâles sur les lignées femelles qui les lignées femelles je le rappelle n'ont pas de pollen. Donc du coup on utilise pour ça les insectes pollinisateurs qui sont dans les environnements directs des parcelles. Mais on est obligé aussi, comme ça ne suffit pas, on est obligé d'amener des colonies aux abords de nos parcelles. Et à ce moment-là, on travaille avec les apiculteurs et on a tout un réseau au niveau national. En fait, on travaille avec les associations de développement apicole et l'ITSAP.
et avec tous les apiculteurs qui veulent bien nous fournir des colonies. Et en gros, comme l'a dit Laurent, on a à peu près 30 000 hectares qui sont concernés donc, avec ces multiplications. Et donc en gros, ça représente 60 000 colonies. On va louer 60 000 colonies. Ça peut être plus que ça, suivant la charge en colonies qu'on va mettre à l'hectare. Mais on a besoin d'au moins 60 000 colonies pour produire chaque année. Est-ce que, peut-être, Christian, de ton point de vue, plus représentant des apiculteurs, même si ce n'est pas l'objet de Bigard, on en parlera après, mais est-ce que si tu te mets à la place des apiculteurs ou de ceux que tu connais, c'est quelque chose ils sont enclins, ils sont positifs sur le fait d'aller travailler sur ces chantiers-là? Est-ce que ça représente, il y a des freins pour eux d'aller sur des chantiers de multiplication de semences? C'est une activité qu'on connaît peu. Le grand public pense plus à la production de miel, ou voilà. Mais ça, finalement, c'est un des travaux de l'apiculteur et potentiellement moyen de revenu. Est-ce que tu identifies des freins peut-être ou des facilités? Voilà. Comment ils perçoivent ça selon toi? Alors, les apiculteurs en France, comme d'ailleurs quasiment sur toute l'Europe, ont les deux activités. C'est-à-dire ont exactement 3 activités. On va avoir la production de miel, les services de pollinisation et la reproduction des ruches pour vendre des essaims à d'autres apiculteurs. Donc aujourd'hui, sur l'Europe, au moins 80% en fait, du chiffre d'affaires est généré par les apiculteurs sur la production de miel. C'est-à-dire que les services de pollinisation représentent aujourd'hui une très petite partie des travaux que vont effectuer les apiculteurs. Pour autant, c'est quelque chose qui est usuel, qui se fait, parce que d'ailleurs sinon on aurait, ça vient d'être dit, énormément de problèmes de production. Donc bien sûr c'est quelque chose qui se fait, mais qui rentre en concurrence dans la logique de l'apiculteur par rapport à des mielés, c'est-à-dire des périodes de floraison qui vont apporter du nectar et donc du miel, qui pourraient se situer au même moment que le besoin de pollinisation. Alors là, c'est toujours le dilemme de l'entrepreneur. Les apiculteurs sont des entrepreneurs, des agriculteurs comme les autres. Donc est-ce que je tente la mielée qui va peut-être m'apporter une grosse quantité et peut-être un chiffre d'affaires plus important, ou est-ce que je tente la sécurité avec un contrat de pollinisation qui va me permettre d'être rémunéré de suite et de façon certaine, finalement, quelles que soient les conditions météo. Donc aujourd'hui, c'est toujours le dilemme et effectivement, tu parlais de freins. Il y a bien sûr, dans la relation apiculteur-agriculteur, des doutes qui se sont introduits. Et effectivement, ça peut contribuer au fait que certains apiculteurs disent moi je vais faire que de la production de miel. Mais il y a des outils qui vont permettre de normaliser quelque part cette relation et puis surtout la fluidifier. Et Laurent, peut-être sur ce point-là, parce que finalement, on comprend bien, je vais te laisser parler, mais qu'il y a un semencier, si on résume un peu la filière, il y a bien un semencier, un agriculteur multiplicateur, et au milieu, il faut que ça pollinise. Là, Christian parlait potentiellement des freins et de l'importance de l'apiculteur. Peut-être là-dessus, tu peux nous éclairer un peu. En fait, on dit qu'il y a un frein. Il y a eu, il y a 15 ans en arrière, il y avait des freins, notamment entre des grandes discussions qu'il y a eu entre les agriculteurs multiplicateurs, les agriculteurs apiculteurs, parce qu'on est du même milieu, du même monde. C'était surtout sur la partie traitement phytopharmaceutique de nos cultures. Donc nous, l'ANAMSO, tout le travail qu'on a fait, on a beaucoup dialogué avec l'Institut de l'abeille, avec tous les partenaires, les ADA, pour travailler sur la rédaction d'une charte. On a mis une charte de bonnes pratiques et de relations et de respect entre les deux parties. On l'a rédigée ensemble et cette charte, on l'a ensuite faite valider par le ministère de l'Agriculture, par Stéphane Le Foll à l'époque, qui a accepté de signer et de cautionner, valider cette charte qui montre l'engagement et le respect qu'on avait ensemble. Parce que je tiens à préciser que quand nous, on est multiplicateur de semences, pour pouvoir travailler, il nous faut 2 autres éléments, sans quoi on ne peut pas fonctionner. Si on n'a pas un semencier sur le territoire pour nous donner une variété multipliée, nous, on n'a pas besoin de nous. Et puis nous, une fois qu'on a le semencier, si on n'a pas les abeilles pour faire le transport du pollen du mâle à la femelle, mais dans ce cas, on ne peut pas travailler. Et donc c'est totalement indissociable. D'où ce respect qu'on a. Et ça fait que depuis des années, on travaille en accord total. Et
on n'a jamais eu de gros soucis. Il peut y avoir occasionnellement des soucis, comme ça arrive accidentellement partout, mais à chaque fois, on arrive à trouver la solution et surtout à la pointer pour pas qu'elle se reproduise. Donc voilà. Mais après, c'est vraiment un travail de longue haleine en permanence, et tant qu'on se respecte, on peut continuer à travailler ensemble. Oui, bah c'est vrai qu'on a cette image quand même de l'apiculteur qui peut être en désaccord un peu avec l'agriculture, avec ses voisins agriculteurs, en disant il faut que j'ai des ruches sur un espace où j'ai pas de voisinage. Là, c'est l'effet inverse, c'est la synergie entre l'agriculteur et l'apiculteur. Et si vous n'avez pas sa confiance, votre métier, il est impraticable en réalité. Tout à fait. Et après, je voulais compléter aussi sur la partie de mielé. En fait, quand quelqu'un de production de miel, l'agriculteur pollinisateur qui fait l'action de pollinisation, le service de pollinisation, il a un état d'esprit qui est différent, où sur son exploitation, il s'est scindé en deux parties. Il a la partie production de miel et la partie pollinisation. C'est un service, donc il vient, il y a une rémunération. Pour lui, c'est une sécurité de revenus et de trésorerie tout au long de l'année, et de transhumance, puisque quand il fait le colza, qui est la première production qui va renforcer sa ruche pour le reste de l'année, ça lui permet, après le colza, de faire un tournesol, une potagère ou autre culture. Cette ruche de service de pollinisation va lui rapporter à plusieurs reprises tout au long de l'année. Donc c'est une sécurité, parce que les apiculteurs ont aussi, comme nous les agriculteurs, des difficultés avec le climat, les aléas climatiques sur la production et sur les marchés, sur leurs revenus. Donc ça leur permet de se sécuriser, quoi. Et sachant que un service de pollinisation, il y a un prix du service à la colonie qui va de 30 à 45 euros, voire plus cher selon l'espèce à polliniser, quoi. D'accord. Alors peut-être Jean-Christophe, tu peux nous parler un petit peu pour qu'on se schématise bien, quand se passent ces chantiers-là. Donc que ce soit sur la période de l'année, à partir de quand la fenêtre se restreint, quand il y a ce besoin de faire appel à l'apiculteur. Et peut-être pour témoigner un peu de la crucialité, le sujet reste la gestion de ces chantiers de pollinisation. À quelle rapidité il faut le faire, quelle est la difficulté de trouver des partenaires, et comment, à la NAMSO, vous avez mis des choses en place peut-être pour ça. Voilà, qu'on visualise bien cet enjeu-là, quoi, cet entonnoir en termes de temps, quoi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une plateforme d'échange il y a quelques années, dans les années 2011, enfin 2010-2011. On a mis en place une plateforme qui s'appelait Biwapi pour mettre en relation les agriculteurs et les apiculteurs, parce que en fait, ça nous permettait de trouver des apiculteurs notamment, et ça permettait aux apiculteurs de trouver des agriculteurs pour des chantiers de pollinisation. Parce que, comme l'a dit Laurent, les exploitations en fait ont vraiment cet atelier-là, souvent quand c'est des jeunes apiculteurs qui s'installent, parce que ça fait rentrer de la trésorerie. Alors c'est vrai qu'on a un turnover assez important chez les apiculteurs, parce que en fait, quand leur exploitation est installée, après, en général, ils font beaucoup moins de pollinisation et ils s'orientent sur la production de miel. Mais sur les 3 premières années d'installation, en fait, les chantiers de pollinisation les intéressent énormément. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette plateforme. Donc au travers de cette plateforme, les gens doivent adhérer à la charte dont Laurent a parlé. Et ensuite, on a mis en place des cahiers des charges qui vont comment dire, spécifier en fait toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur nos cultures et que chaque agriculteur et apiculteur doivent respecter. Donc c'est des chartes une charte de bonne pratique et des cahiers des charges pour l'application, on va dire, technique. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que toute l'année, on entretient cette relation. C'est tous les jours, je dirais, qu'on entretient les relations avec les apiculteurs. On organise des ouvertures de ruches avec les apiculteurs. On invite les agriculteurs au bord d'une parcelle de semences et on fait des réunions bout de champ, ce qu'on appelle. Et à ce moment-là, on explique aux apiculteurs toute la typologie de nos cultures et tous les itinéraires techniques. Et comme ça, ils ont bien conscience de tout ce qu'on peut faire sur nos champs. Et ensuite, l'apiculteur, lui, va expliquer à l'agriculteur, aux agriculteurs, en fait, les spécificités de son métier. À partir de là, les gens se comprennent beaucoup mieux et sont beaucoup plus tolérants. Et en fait, ça évite d'avoir beaucoup d'accidents, en fait, quelques accidents, comme pouvait parler Laurent. Donc on fait ça. Ensuite, on participe à pas mal d'expérimentations qu'on met en place dans le cadre des actions interprofessionnelles de la semence. On réalise aussi beaucoup de documents techniques qu'on distribue auprès des agriculteurs et des apiculteurs.
sur la nécessité et l'intérêt de la pollinisation. Enfin, on est en relation directe aussi avec toutes les associations de développement apicole. À chaque fois qu'on intervient dans les régions, en fait, on privilégie notre travail avec les associations de développement apicole, donc les ADA. Et ensuite, tout ce qui est travaux, on va dire, on travaille soit avec l'ITSAP, soit l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation, soit avec l'INRAE. Notamment avec Stan Chaber qui est un élément déterminant sur la partie pollinisation au niveau de l'INRAE, qui travaille avec nous, qui a été d'ailleurs salarié de la NAMSO lors de sa première thèse, avec qui on a un grand travail de fond qui a été fait. Et tout ce qui vient d'expliquer Jean-Christophe sur la partie d'un BWAPI centrale de réservation, c'est un travail qu'on a monté en commun et toujours en discussion avec les apiculteurs. Sans quoi ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord, on fait toujours tout ça dans un dialogue profond, que ce soit sous nos analyses d'expertise ou de qualité de la colonie, quoi. Voilà. Ok, alors une fois qu'on a compris ça et qu'on comprend surtout que le semencier, lui, a son vrai travail de R&D, son vrai travail, son besoin, on va dire, d'aller sur le marché, l'agriculteur lui-même a son équipement, ses tracteurs, son savoir-faire, vient un petit peu la question de la pollinisation en elle-même. Quelles mesures? On voit bien que les apiculteurs, ils arrivent avec leur petite camionnette, ils posent les ruches, c'est peut-être les moins technologiques. Voilà, ils posent une boîte et ils s'en vont. Donc beaucoup moins d'intensité, de lourdeur que le semencier, que l'agriculteur lui-même. Et pourtant, ce travail-là, il est essentiel. Et donc, on va peut-être passer sur cette partie mesure, la donnée qu'on a sur cet élément crucial qui bloquerait complètement la filière, finalement, et aborder l'angle de l'agriculture de la connaissance. C'est un sujet dont on parle de beaucoup, c'est-à-dire comment on mesure, comment on utilise la donnée qu'on a mesurée. Tu as parlé de l'INRA et donc il y a aussi tout un volet recherche sur l'apiculture qui est fort et sur la multiplication de semences. Derrière, il y a une application terrain à avoir parce que vous le vivez finalement sur le terrain au quotidien. Donc peut-être Christian, tu peux nous présenter l'activité de Bigard sur cette dimension. Quelles mesures, quelles data sur l'axe pollinisation? Parce que Bigard ne fait pas que de la pollinisation, mais peut-être tu peux nous présenter un petit moment Bigard et ses activités. Oui, tout à fait. En fait, l'esprit qui nous a amené à créer les solutions sur Bigward, l'esprit, c'est tracté par le besoin, en fait. Donc, à partir du moment où, en pollinisation, on a 93% d'un rendement qui va être réalisé finalement en partie par cette pollinisation, ça nous a paru tout de suite très étrange, en fait, qu'on arrive à semer les rangs au GPS centimétrique, au différentiel, qu'on arrive à bien mesurer les aspects d'apport d'engrais, de l'irrigation, et sur un critère qui paraît extrêmement important, de compter des boîtes. Puisqu'on disait des boîtes tout à l'heure, c'est quand même l'échelon de base, on va dire, depuis des années. Alors, il y a eu le projet Polapis, donc qui a permis de dire, en fait, c'est pas des boîtes qui pollinisent, c'est quand même les insectes. Je crois avoir entendu ça dans une ou deux présentations. Mais donc, ces insectes, on va d'abord savoir s'ils sont présents dans ces boîtes. Et donc, en évaluant finalement la volumétrie des abeilles qui sont dans cette boîte, on peut se dire, on va avoir le potentiel de butinage. Alors ça, l'apiculteur peut le faire, un agriculteur qui a été formé pourrait le faire. C'est d'ailleurs ce qui se fait, je pense, par la NAMSO sur un des services. Et nous, notre métier, c'est d'apporter de la technologie dans l'agriculture pour faciliter et surtout entraîner à la multiplication de ce type de mesures. Donc, on a dit qu'il faut compter les abeilles. Tout simplement, les abeilles qui sortent de la ruche. Alors, ça va nous donner une idée déjà continue de l'information, de ces va-et-vient, donc de cette dynamique de la ruche. Donc pour ça, entre autres, on a développé, notre dernière innovation, c'est BeeLive, c'est un compteur d'abeilles qui utilise de la vidéo, de l'intelligence artificielle que je vais qualifier de frugale, pour arriver à traquer les abeilles sur la planche d'envol et déterminer si elles rentrent, si elles sortent. Et depuis 2025, compter également
détecter et compter l'apport de pollen dans la ruche. Donc c'est les petites boulettes de couleur qui sont aux pattes des abeilles et qui sont agrégées finalement par l'abeille pour venir apporter la protéine à la ruche. Donc ce compteur d'abeilles, le gros avantage c'est qu'il est automatique. J'ai parlé d'intelligence artificielle frugale. Alors frugale pourquoi parce qu'en fait on est au milieu des champs et on ne va pas faire le Netflix de la ruche à l'envers, c'est-à-dire envoyer de la vidéo en continu vers des serveurs à l'autre bout de la planète. Non, on va traiter les données vidéo en direct à l'intérieur du capteur pour ne plus avoir que les informations de comptage à transmettre, ce qui représente quasiment très peu d'informations et ce qui rend possible de le faire y compris au milieu des champs lorsqu'on n'a pas le très haut débit, le Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment un des éléments qu'on a développé spécifiquement pour quantifier ces allées-venues des abeilles, quantifier le pollen. Évidemment, c'était associé aux autres capteurs qu'on a depuis quasiment le début ou au fur et à mesure de la création de Bigworm. Donc des systèmes de pesée pour avoir le rendement en nectar, cette fois-ci, de la ruche. Des systèmes de température, de mesure de température à l'intérieur de la ruche qui permettent de suivre la reine. Des systèmes de capture de la météo pour avoir tout simplement les impacts climatiques. Donc on revient maintenant à la pollinisation. Une fois qu'on a toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait pour la pollinisation ? En fait, on va pouvoir, en termes de connaissances, finalement acquérir le flux des abeilles, comprendre le flux des abeilles à l'intérieur même d'une journée. C'est-à-dire le début du moment où elles commencent réellement à travailler, parce que ce n'est pas forcément au lever du soleil, ça peut, mais ça va être lié également, on l'a appris ensemble, avec les conditions climatiques. Ça peut être lié à l'attractivité aussi de la plante. Et donc on va avoir finalement une période pendant cette journée où on va avoir une activité maximum de la ruche, qui d'ailleurs est doublée quasiment lorsqu'on a une floraison à proximité par rapport à, je dirais, une sorte d'équilibre dans le rendement de butinage de l'abeille. Donc ça veut dire qu'on a un comportement aussi de l'abeille qui profite de l'opportunité de la nourriture qui est présente dans le champ pour augmenter son effort. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que cet effort-là, par effet collatéral, va entraîner de la pollinisation. Mais tous ces chiffres-là, c'est du réel de ce qui se passe avec des colonies qui ont été sélectionnées par un apiculteur, mais un apiculteur, dans un autre champ, dans une autre région, à un autre moment. Ça ne sera pas les mêmes ruches, et même si c'était les mêmes ruches, elles ne seraient pas forcément dans les mêmes conditions. Donc là, on a vraiment des conditions réelles du travail finalement de ces abeilles, mais dans un environnement également qui est réel aussi. Donc notamment sur le fait que ne pas oublier que les abeilles, si elles vont sur les fleurs, c'est pas pour polliniser. Il se trouve qu'elles pollinisent, mais elles, si elles vont sur les fleurs, c'est pour manger. Donc elles vont chercher de l'eau, du nectar, du pollen, et au passage, elles vont réaliser ce service écosystémique qui est essentiel pour nous tous. Mais effectivement, si on s'aperçoit dans ces mesures que l'attractivité ou le rendement en fait est moins bon, ça peut être dû au fait qu'on a trop chargé finalement en voulant trop bien faire. Eh bien, on va amener, on va dire par exemple, l'agriculteur dit j'ai besoin de 10 ruches. L'apiculteur qui est sympa lui dit écoute, pour être sûr cette année, je t'en ai amené 20. Et non, c'est pas bon. Parce que si on a trop d'abeilles versus la capacité de nourriture finalement qu'on a dans ce champ et en pollinisation pour les semences, c'est encore plus vrai puisqu'on a cette lignée de mâles et femelles que peut-être Jean-Christophe ou Laurent vous pourrez rebondir dessus. Et donc il faut avoir le juste milieu et exactement la juste pression finalement de pollinisation. Et en apportant finalement cette finesse, on est sur l'agriculture de la connaissance, mais sur de l'agriculture de précision finalement. Et je crois que ça c'est quand même l'avenir de nos filières agricoles pour produire mieux. Ouais. Pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, nous quand on a des protocoles de semis, c'est-à-dire que par exemple il va y avoir 6 rangs de femelles pour 2 rangées de mâles. Donc en fait c'est calculé par le semencier initialement une répartition entre le besoin en pollen pour pouvoir adapter la fécondation et la multiplication des graines sur la femelle. D'où l'importance de mesurer la colonie. Si elle est trop nombreuse, que tu l'as expliqué, elle va trop manger et ça ne va pas super bien polliniser.
Ça, c'est la partie purement pollinisation qu'on a travaillé nous en interne avec pour expertiser dans Biesper, avec Paul Eval, Paul Lapis, plusieurs actions techniques qu'on a mis en place pour mesurer la qualité de la colonie, qui fait qu'on a une bonne pollinisation et fécondation et un bon rendement de semences à la fin. Mais tout l'important, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être en surpopulation et de préparer la ruche en amont, parce que nous, on a besoin d'une pureté variétale. Et la pureté variétale, il faut que la ruche n'ait pas vu d'autres productions de tournesol, dans l'exemple, en amont. Et quand elle arrive, il faut qu'elle soit suffisamment forte et dynamique, parce qu'en fait, vu que nous, on a fait un décalage de semis de quelques jours pour coordonner la floraison mâle et femelle, il faut que le laps de temps va durer 8 jours, on va dire, le temps que toutes les corolles, les circonférences du tournesol soient finies de fleurir, que les abeilles soient en très forte activité à ce pic-là. Si elles arrivent trop tôt, il n'y a pas assez de pollen ou trop de femelles, et si elles arrivent trop tard, il faut dans ce cas adapter et multiplier le nombre de colonies pour pouvoir activer la fécondation au moment X. Ouais, ce que disait, enfin, pour compléter ce que dit Laurent, en fait, nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce qui se passe dans nos champs. Et effectivement, en fait, pour l'instant, on ne faisait que des observations, on faisait de l'observation visuelle. On avait peu d'outils pour mesurer, pour savoir qui faisait quoi dans la parcelle et comment les insectes travaillaient. Et du coup, aujourd'hui, avec le matériel qu'on a, on est capable quand même d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus précis dans qui fait quoi dans la parcelle et de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que les colonies d'abeilles aujourd'hui qui sont apportées aux abords des champs, en fait, elles doivent, nous, on demande aux apiculteurs de constituer les colonies d'une certaine façon avec un certain nombre d'abeilles à l'intérieur, justement pour que ça puisse correspondre aux parcelles, aux parcelles qui ont été semées. Et donc, si ça ne correspond pas, on peut avoir des problèmes, effectivement, soit de surfécondation, ou alors on peut avoir des problèmes de mauvaise fécondation. D'autant plus que si elles sont s'il y a trop de colonies d'abeilles présentes sur la parcelle, elles vont manquer de nourriture. De ce fait, elles auront tendance à aller loin pour s'alimenter et donc au retour faire une pollution de croisement et d'hybridation puisqu'elles risquent de croiser des plantes qu'il ne faut pas, d'autres tournesols qu'il ne faut pas croiser. Oui. Et puis il y a la dimension de besoin d'adaptation sur le nombre, mais aussi sur la période. Tu parlais tout à l'heure du nombre de jours, donc la préparation des ruches, ça aide aussi potentiellement l'apiculteur sur un cahier des charges en quelque sorte, de se dire il faut que ma colonie soit pure de pollen extérieur, tant de jours avant, à tel moment. On rentre dans vraiment un niveau de précision sur les chantiers de pollinisation qui est un cahier des charges, les cases à cocher, un petit peu. Sachant que, justement, d'où le travail qu'on fait avec Bigward sur les balances de pesée, les courbes qu'on fait entre le matin et le soir, c'est pour voir l'activité de la ruche et pour analyser comment mieux comprendre. Parce que le travail il est encore plus compliqué pour nous, semenciers et agriculteurs multiplicateurs. Parce que pour chaque variété, la réaction au croisement varie. Le climat, ensoleillement, on ne peut pas le maîtriser, l'anticiper, donc il faut l'adapter au moment. Le chaud comme le froid, le chaud qui peut avoir un effet sur l'activité du pollen. Donc en fait, c'est plus réactif. On a encore beaucoup de travail pour être au fin. On n'aura jamais la fin finale, on est bien d'accord, il y aura toujours à faire. Mais c'est toujours important, nous ça fait 18 ans au sein de la NAMSO qu'on y travaille, et ça fait quelques 4-5 ans qu'on travaille avec Bigward, et avec les balances, ça fait quand même une avancée. Rien que d'avoir la balance avec la pesée, ça donne des indications tout au long de la journée, et ça permet de voir, selon les régions, les subtilités ou l'environnement, parce que l'environnement a aussi un impact autour de nos parcelles, quoi. Est-ce qu'il y a, peut-être tu peux reprendre, mais est-ce qu'il y a aussi des données qui nous manquent aujourd'hui, qu'il faudrait avoir pour aller compléter ce niveau de finesse-là, cette granulométrie? Est-ce qu'il nous manque encore des choses? Alors, quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est que les abeilles, quand elles font de la pollinisation, elles le font par défaut. Et en fait, ce sont les abeilles qui vont chercher du nectar, qui font la pollinisation. Elles se chargent en pollen par défaut, en fait, en allant chercher le nectar. Et ce n'est pas les abeilles qui prennent du pollen et qui le mettent en pelote, qui font la pollinisation. Les abeilles, comme l'a dit tout à l'heure Christian, elles sont pas dédiées à faire, elles sont pas dédiées.
elles ne se réveillent pas le matin en disant je vais aller polliniser des fleurs. En fait, ce qu'elles ont besoin, c'est de nourriture. Donc elles vont aller chercher du nectar et du pollen et de l'eau. Et donc c'est celles qui vont chercher le nectar qui participent à la pollinisation. Et celles qui font des pelotes, en fait, nous, elles ne nous intéressent pas. Donc déjà, on a des stratégies pour essayer d'améliorer ou d'augmenter le nombre d'abeilles qui vont chercher du nectar. Donc la nectarification des plantes, elle est hyper importante. Et en plus, nous, dans nos champs, on a une disparité entre les mâles et les femelles à ce niveau-là. Et là, ce qui a réellement apporté de nouveau les compteurs d'abeilles, c'est qu'aujourd'hui, Christian en a parlé, c'est qu'il y a une reconnaissance des abeilles qui ont des pelotes aux pattes. Et donc là, nous, ça nous intéresse énormément dans l'expérimentation, puisque là, on va être capable, dans les années qui viennent, de déterminer en fait celles qui ont des pelotes et donc d'évaluer les quantités d'abeilles qui nous piquent notre pollen, quoi, on va dire ça. Alors on veut bien leur en laisser pour qu'elles vivent, mais en attendant, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elles participent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles pollinisent. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les parcelles, elles vont fleurir pendant peut-être, une parcelle de tournesol, elle va fleurir peut-être pendant 8 jours, soit peut-être ça peut être 15 jours. Mais pendant cette période-là, il faut que les insectes soient efficaces. Et en colza, c'est pareil, ça va être sur 3 semaines. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que pendant cette période, elles nous enlèvent le moins possible de pollen. Et là, aujourd'hui, on a un instrument de mesure quand même qui est révolutionnaire avec le compteur et qu'on a testé déjà. Ça fait 3 ans qu'on le teste. 3 ans, oui. 3 ans. Et au-delà du flux d'abeilles qui nous permet de comprendre ce qui se passe sur la dynamique de colonies, alors ça, c'est un autre intérêt. Mais quand on peut croiser les données de météo, les données de poids et les données, d'entrée-sortie, et bientôt les données en fait d'abeilles avec les pelotes, on aura quand même de quoi bien avancer. Oui, et en plus, il y a un effet très intéressant, c'est que effectivement, on parle toujours d'abeilles domestiques, d'abeilles élevées, parce que c'est vrai, il y a un éleveur, c'est l'apiculteur. La réalité, c'est que à partir de la planche d'envol, la notion de domestique est tout à fait relative. C'est-à-dire que l'abeille, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Et elle fait ce qu'elle veut avec une seule mission, c'est nourrir sa colonie, on vient de le dire. Mais ça veut dire que un jour où on est sur un chantier de pollinisation et où elles ont trouvé le champ d'à côté qui avait du trèfle blanc et qui leur paraissait être une source de nourriture plus abondante peut-être ou plus intéressante pour elles que le champ qui est en face, eh bien, comme c'est un insecte social, elles vont se recruter entre elles pour toutes, finalement, toutes, je ne sais pas, mais une bonne partie du flux peut-être aller sur ce champ d'à côté. Et aujourd'hui, on ne peut absolument pas le savoir. Sauf si on regarde la couleur du pollen qui est ramené par les abeilles, et s'il y a une différence majeure avec la couleur de la cible, donc tournesol ou colza, et bien à ce moment-là, on peut avoir une logique de se dire j'ai un problème, je vais avoir un problème de pollinisation parce que mes fameuses 10 ruches qui se sont transformées en X intercadres qui en réalité correspondent à du 400 abeilles minutes pendant 6 heures dans la journée, ça c'est la réalité, mais si elles vont à côté, c'est foutu. Et donc là, on a quand même un outil de détection précoce de potentiel de clash de pollinisation. Mais c'est surtout l'intérêt, si on s'aperçoit qu'il y a un clash à un moment donné, c'est de réfléchir, de trouver la solution pour pas que ça se reproduise. Parce que nous, multiplicateurs, la période de la fécondation, c'est crucial. On n'a que 8 jours. Une fois que c'est passé, la culture, elle est finie. Donc si on n'a pas fait le bon hybride, si on n'a pas la bonne variété, ou si elle n'a pas accroché, c'est perdu, c'est zéro revenu. Et les ruches sont installées combien de temps avant ces 8 jours-là ? Alors on les installe pas avant la floraison, on les installe quand la floraison commence. Parce que si on les installe avant, en fait, ce qu'il faut, c'est que la ressource, elle soit là. Tout à l'heure, on l'a dit, les abeilles, ce sont des insectes opportunistes, en fait. Si la ressource n'est pas là, en fait, elles vont aller ailleurs. Donc nous, l'intérêt, c'est qu'elles restent sur le champ. Donc il faut déjà qu'on soit en fleurs. Donc ça veut dire qu'on amène les colonies doivent être amenées à 10% de floraison. Ouais. Et ça paraît bête, mais c'est un élément fondamental, en fait. Et ça évite que les insectes aillent se fixer sur d'autres parcelles. Donc ça évite aussi d'avoir des problèmes de pollution. Mais ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que dans les différentes mesures qu'on a fait, alors on n'avait pas des technologies comme les compteurs, mais aujourd'hui,
pourquoi c'est important les insectes les abeilles sur nos parcelles, c'est qu'elles vont participer au rendement. Donc on est dépendant d'elles en fait à 93%. Elles participent à améliorer la faculté germinative des semences. Et là, on est bien en production de semences, donc il faut que ça germe. Donc on sait que les abeilles peuvent nous faire gagner jusqu'à 10% de faculté germinative, donc ça c'est énorme. Et on sait aussi qu'elles vont avoir un impact sur le poids de 1000 grains, donc sur la taille des graines. Et donc c'est là qu'on rejoint aussi la taille des colonies. Et tout ce qui peut nous permettre en fait d'évaluer la taille de la colonie, le nombre d'insectes dans la parcelle, en fait, va nous permettre de mieux gérer les PMG aussi, enfin à terme. Parce que c'est quand même très compliqué. Mais à terme, on arrivera vraiment à essayer à calibrer au mieux en fait la taille de nos graines. Et sur ces critères-là, est-ce que tu as des données, toi, Christian, sur l'influence entre l'abeille domestique? Tu parlais aussi d'autres pollinisateurs. Est-ce que demain, Bigard a aussi vocation à aller chercher de la donnée sur d'autres pollinisateurs, d'extrapoler? Parce que pour les chantiers de pollinisation, il n'y a peut-être pas que l'abeille domestique. Est-ce qu'on connaît un peu ces interactions? Est-ce qu'on sait s'il y a de la synergie? Est-ce que c'est encore un champ de recherche? Alors c'est certain que c'est un champ de recherche. Voilà. On s'aperçoit que dans ce domaine des insectes pollinisateurs, des insectes de manière générale, les pollinisateurs en particulier, on a accumulé beaucoup de connaissances après une grosse centaine d'années de recherche professionnelle. Et sachant que la recherche tout court, elle a commencé bien plus tôt, puisque les premières publications sur les insectes, ou les citations du moins sur les pollinisateurs, datent depuis le début. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas au bout du chemin et qu'il y a énormément de choses encore à travailler sur le plan de la recherche. Alors bien sûr, fondamentale, appliquée. Et aujourd'hui, sur la transposition au champ, les technologies qu'on utilise, typiquement, on parle quand même d'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle le computer vision, c'est-à-dire l'analyse de temps réel des images de caméra. C'est des choses qui... On le voit derrière toi, là. Voilà, on voit derrière le travail, par exemple, du compteur d'abeilles. C'est des choses qui sont toujours dans le champ de recherche pour certaines parties. Alors nous, évidemment, c'est des choses qui sont transposées de la recherche, des travaux de la recherche, et qui maintenant sont prêts à venir, mais qui créent tout de suite de l'innovation et du gain pour les métiers, et donc en particulier l'agriculteur dans notre cas. Pour revenir à ta question, oui, bien sûr, donc que les pollinisateurs, les autres types de pollinisateurs sont intéressants. Pourquoi? En premier lieu pour l'agriculture, parce que dans les serres, on s'éloigne un petit peu de la production de semences, mais dans les serres aujourd'hui, en métropole, c'est les bourdons qui sont les plus utilisés, les cirfes, et en plein champ, on va avoir aussi parfois l'utilisation de certains bourdons, des osmies, et ça, on parle encore de pollinisation managée, mais la contribution de ce qu'il y a dans les haies, si on arrive à les autogénérer, c'est de la pollinisation pas directement managée, indirectement, si on a replanté des haies, par exemple, ou des couverts végétaux, des infrastructures agroécologiques. Mais c'est la fixation de ces pollinisateurs à proximité des champs, c'est l'opportunité d'avoir des compléments de pollinisation par la morphologie tout simplement des insectes qui est complètement différente par rapport on va dire à l'horaire de travail qui est différent aussi. Donc je schématise, mais les bourdons vont potentiellement travailler à des températures plus basses, donc travailler plus tôt le matin. Ils vont être peut-être un peu plus embêtés sur les températures hautes, mais on manque de connaissances encore une fois pour savoir ça. Mais ça veut dire que ce mix en fait de pollinisateurs, bien sûr, il faut s'assurer les 80%. Le Pareto reste toujours vrai. On veut être certain que cette pollinisation se passe bien. Donc on sait qu'on peut déplacer des ruches, on sait que ces ruches vont être préparées. Demain, on sait que ces ruches vont pouvoir être mesurées pour savoir si ça fonctionne bien. Donc ça, c'est parfait. Et c'est peut-être le 20% supplémentaire qui est un élément aussi du rendement qu'il faut travailler, mais à plus long terme et sur des effets de structuration des paysages. Peut-être l'un ou l'autre vous rebondirez dessus. Et nous, bien sûr, chez Bigward, ça nous intéresse. Donc on a commencé à travailler
des systèmes d'apprentissage de reconnaissance, donc toujours pour notre intelligence artificielle frugale, sur des bourdons. Donc aujourd'hui, on sait traquer des bourdons de la même façon et on commence à travailler sur d'autres types d'insectes pour aller potentiellement chercher l'inventaire temps réel automatique du passage d'insectes demain dans un paysage de fleurs, on va dire, alors que ça soit la culture ou que ça soit l'infrastructure agroécologique, parce qu'on ne travaille pas que pour la pollinisation, on travaille aussi sur des indicateurs de biodiversité, et à ce moment-là, on utilisera le même système, mais dans un autre domaine, les infrastructures agroécologiques. Alors peut-être pour ouvrir sur ça et finir sur cette ouverture-là, ce que tu dis met aussi en évidence le fait qu'on en parlait au tout début, ça reboucle un peu sur le besoin d'avoir les pollinisateurs au global, l'abeille et tous les autres en fait. Donc la charte des bonnes pratiques, le besoin d'avoir la pollinisation comme atout principal de l'agriculteur multiplicateur. Ça conduit on va dire, à fédérer toute la survie de la biodiversité autour de l'agriculteur multiplicateur, donc de sûrement prolonger ces démarches-là. On avait un petit peu parlé aussi de l'aménagement de parcelles, notamment Jean-Christophe, où en préparant un peu cet entretien, on s'était dit qu'il y avait des voies d'optimisation des pratiques à partir des données et de la connaissance qu'on a grâce à des outils comme Bigorn. Qu'est-ce qu'on peut en pratique, qu'est-ce que vous, à la NAMSO et chez vos agriculteurs, vous pouvez mettre en place pour optimiser un peu à partir des données dont on vient de parler? Alors nous aujourd'hui, la problématique c'est qu'on n'a pas beaucoup de données justement pour faire des recommandations aux agriculteurs pour aménager l'espace direct des abords des parcelles. Parce qu'après, aménager les abords, ça peut être bien pour de la ressource, mais il ne faut pas que ça rentre en concurrence avec nos cultures. Donc en fait, l'intérêt de ces compteurs, justement, ça peut nous permettre de qualifier en fait des endroits au niveau de la ressource et justement de pouvoir donner des recommandations en fait aux agriculteurs après et savoir quel type de culture il faut mettre aux abords des parcelles pour que ce soit bénéfique en fait aux pollinisateurs sauvages. Parce que comme Christian l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que nous, on est axé sur l'abeille domestique parce qu'on les a en grand nombre dans les boîtes, hein, dans les colonies, il y a beaucoup d'abeilles domestiques, mais en fait, on a besoin de toutes les abeilles. Parce que les abeilles sauvages, en fait, permettent justement à avoir un passage, en fait, dérange les abeilles domestiques qui sont dans nos champs et en fait, permettent aux abeilles, en fait, de faire la jonction entre la lignée mâle et la lignée femelle et le transport de pollen. Donc en fait, ces recommandations, elles sont déterminantes, mais en fait, si elles sont faites à mauvais escient, en fait, on va détourner l'intérêt en fait de nos colonies. Et donc du coup, les compteurs peuvent nous apporter en fait de la donnée pour pouvoir conseiller à terme l'aménagement des zones de production. Mais aujourd'hui, on est quand même, on est dans quelque chose de on souhaiterait mettre en place des expérimentations là-dessus. Oui. Après, pour compléter ce que vient de dire Jean-Christophe, il y a quand même nous, on y a travaillé, on a déjà regardé d'avoir des mélanges de fleuris, mais on n'a pas abouti concrètement pour les mettre en place. Mais il y a des structures qui ont déjà mis en place des mélanges fleuris pour être un complément alimentaire sur les parcelles et qui ont regardé qu'elles ne soient pas en concurrence en termes de transport de pollen ou en termes de pollution sur la parcelle de multiplication, sur l'espèce de multiplication. Donc il y a quand même du travail qui est fait. Après, sur la charte qu'on a émise, il y a quand même des efforts qui ont été faits et mis en place pour que l'agriculteur mette un accès pratique pour l'apiculteur, parce qu'il arrive en transhumance en pleine nuit, qu'il y ait un point d'eau, ce qui est important et très important pour pas qu'elle aille chercher l'eau plus loin. C'est des points plus technico-pratiques pour la vie de l'abeille, pour qu'elle ait un habitat qui lui soit confortable. Après, il faut faire attention, comme a dit Jean-Christophe, si on fait des mélanges fleuris ou des parcelles, faut qu'elles viennent pour être là après la pollinisation ou en amont, mais pendant l'action proprement dite, ça peut être contre-productif. Donc il faut arriver à mesurer le paramètre. Oui, c'est-à-dire qu'on est quand même encore au début, on va dire, de cette partie, connaissance qu'on peut avoir sur la vie des pollinisateurs, malgré l'importance qu'ils ont sur le schéma. Et en fait, on n'en est pas encore au stade d'avoir des préconisations, si ce n'est d'avoir quelques idées et quelques petits points d'amélioration, et puis de donner des indications pour que l'agriculteur travaille au mieux avec son apiculteur partenaire. Finalement, c'est un peu ça que je lis entre les lignes, quoi. Après,
faut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Il y a de gros travaux qui ont été faits par une multitude de structures dans l'agriculture, sauf que c'est pour les adapter à chaque modèle d'agriculture. Si c'est en pollinisation oléagineuse, les critères seront différents en semences potagères, seront différents avec du maïs. En fait, chacun aura sa spécificité. La luzerne aura une attaque différente. Sur des céréales, je sais que maintenant on fait des bandes fleuries, ça fait partie d'un critère de durabilité, donc qui fait partie du système pour réintégrer les insectes sur les cultures où les pollinisateurs ne vont pas forcément. Donc tout peut s'adapter, mais doit être affiné pour chaque espèce. Bon, peut-être Christian, je te laisse le dernier mot sur cette agriculture de la connaissance et puis la façon dont on peut mieux faire vivre l'abeille, les pollinisateurs au global, la biodiversité, parce que tu l'as dit, c'est une ouverture. Hein. S'il y a des pollinisateurs, c'est qu'il y a une biodiversité. Et faire ce lien entre la biodiversité et l'agriculture, qui parfois, les agriculteurs le disent eux-mêmes, n'est pas si prégnant que ça. Parfois, on oppose un petit peu l'agriculture et la biodiversité. Là, il y a une preuve tangible du besoin d'avoir les deux au même endroit, au même moment. Donc, peut-être je te laisse conclure sur ce point-là. Oui, en 2 points, mais la première des choses, c'est dire que le premier protecteur de la biodiversité en France, c'est l'agriculteur, parce que c'est lui qui a les terres. Donc demain, imaginez faire de la biodiversité sans les agriculteurs, je ne sais pas comment, parce que c'est de la surface. Donc évidemment, on ne va pas remplacer la culture par des éléments qui apporteraient uniquement de la biodiversité. Mais en fait, tout est un équilibre. Comme dans les relations apiculteur-agriculteur, ça c'est un élément sur lequel je voulais juste revenir pour dire que à partir du moment où on s'assoit autour d'une table, ou à partir du moment où on a une charte qui est équilibrée, à partir du moment où on paye des services au juste prix, où on fournit le service à son juste niveau, eh bien, en fait, si on a des difficultés de rendement, si on a des difficultés dans la gestion de son espèce, si on est l'éleveur, et qu'on pose des mesures sur la table, eh bien on discute, on trouve des solutions. Ce que tu disais, Laurent, on se projette dans l'avenir en se disant, mais là, ça c'était une bêtise. On ne doit pas faire comme ça. L'année prochaine, il faudra peut-être mettre moins de ruches. Ou l'année prochaine, je suis prêt à te payer peut-être un petit peu plus, mais d'avoir moins de ruches pour qu'elles soient mieux préparées. Et ça, en fait, on voit tous les cas de figure, ça dépend de la relation et ça dépend aussi des plantes. Mais ça se passe bien quand on peut discuter sur un champ qui est partagé, qui est transparent, le champ, un champ de discussion, je voulais dire. Et donc, ça passe par de la mesure parce que c'est quelque chose d'intangible, de factuel et sur lequel on peut construire quelque chose et construire une relation qui soit saine. Et ça, aujourd'hui, je pense que avec les travaux qu'on a menés ensemble, on le voit dans les discussions que les gens sont plutôt satisfaits. Évidemment, ils voudraient aller plus loin. Évidemment, ils voudraient être à un niveau encore plus avancé. Mais aujourd'hui, les retours qu'on a, c'est que globalement, il y a une certaine satisfaction des deux parties prenantes pour arriver sur cette partie-là. Pour arriver à des résultats, et à une bonne discussion. Et le deuxième aspect, et là il est un peu plus technologique, recherche, c'est qu'effectivement on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'avoir des projets avec, nous on a l'habitude de collaborer avec l'INRAE, avec le CNRS, on a même travaillé avec l'IRSN, l'Institut de sécurité nucléaire, pour aller faire des essais à Fukushima pour voir les impacts que pouvait avoir la radioactivité chronique sur les abeilles. Donc on a l'habitude de travailler à la recherche, donc là aussi ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a une attente et il faut qu'on arrive à tous se fédérer, à monter des projets ensemble, certainement pour aller plus vite au champ, parce que c'est une demande d'arriver à fournir ces petits peut-être pourcentages de rendement supplémentaire, c'est compréhension de comment on pourrait mieux faire pour résister à une année qui est peut-être un petit peu moins bonne ou à un impact climatique au moment de cette partie pollinisation, de cette séquence pollinisation. Comment on peut faire pour finalement peut-être être certain qu'on a un environnement, et ça fait le lien avec ce que tu disais de biodiversité, qu'on arrive à maintenir pour fixer des pollinisateurs à l'année
qui viendront en relais, effectivement, de la mauvaise année en pollinisation des abeilles. Ou tout simplement faire gagner ce pourcentage 1% de pouvoir germinatif. Je crois qu'on serait tous à se féliciter si on arrivait à l'atteindre. Voilà. Mais tout à fait, Christian. Effectivement, donc, avant que la séance soit clôturée, je pense qu'il est important de préciser qu'aujourd'hui, le monde agricole traverse une transition autant sur l'agroécologie que sur la partie économique où on est concurrencé par d'autres pays. Et cette partie pollinisation qui permet d'augmenter la qualité de nos productions, pureté variétale, pureté de faculté germinative, gain en rendement, donc rentabilité à l'hectare en termes de doses pour le semencier, elle est cruciale pour l'avenir de la filière semences, toutes espèces confondues. Et on a un fort besoin, et nous, agriculteurs, on est vraiment en demande de la nouvelle technologie, de l'innovation. Tout le travail qu'on fait avec Bigward aujourd'hui nous a donné déjà des avancées. Je pense qu'on a encore un large champ de travail à faire pour continuer pour améliorer les AVAC et les courbes qu'on a déjà vues et que ça va nous permettre à tous de gagner tous, autant l'apiculteur que l'agriculteur, multiplicateur, en gain pour l'avenir et pour pérenniser une filière. Si on maintient le terrain, le producteur, on va maintenir une biodiversité dans les espèces, dans les multiplications et donc un maintien de l'activité apicole. C'est ça qui sera essentiel, quoi. Ben, sur ce, merci à tous les trois. Merci Jean-Christophe, Christian et Laurent. Et puis, on vous laisse sur ces belles paroles. À très bientôt. Merci.